Pour la première fois de cette année 2024, WWE est de retour en Arabie Saoudite pour un Premium Live Event King and Queen of the Ring qui s'est tenu ce 24 mai à Jeddah au Superdome devant une foule particulièrement enthousiaste. Alors, je sais que c'est quelque chose qui était attendu, qui allait être fatalement comparé, pas seulement par les Français qui ont ce côté un petit peu chauvin de se dire on a quand même mis la meilleure ambiance de 2024 et peut-être même de l'histoire de WWE. Mais en fait, ce petit coup de pression, il a réveillé les Saoudiens qui ont eu aussi leur petit moment de gloire. À l'image du simplement de Christophe Ajus et de Philippe Chéreau, il y a également eu des chants saoudiens après chacun des tombés. Et d'après les traductions que vous m'avez fournies lorsque j'étais en direct sur twitch.tv/Turi316, apparemment c'est un chant qui ressemblait à il y a eu un, il y a eu deux, et le 3, il est parti, on sait pas où. Traduction approximative certes, il y a eu également les Olé Light. Alors vous prenez le principe des Fireflight, vous ajoutez les Yeet Light de l'entrée de Jey Uso, mais par-dessus vous mettez les chants Olé Olé de Sami Zayn, et bah ça donne ces moments-là, c'est plutôt bien. Si vous avez loupé le SmackDown Recap qui la veille avait eu lieu en Arabie Saoudite, je vous rappelle que désormais c'est officialisé, les vainqueurs des King and Queen of the Ring iront affronter les champions respectifs de leur branche lors de SummerSlam. Un prix pas banal puisque ça remet tout de suite beaucoup de prestige sur ce King and Queen of the Ring, c'était la consigne, remettre du prestige sur ce tournoi important qui allait voir dans ses finales se confronter Lyra Valkyria à Nia Jax et le ring général Gunther à Randy Orton. J'en avais pas encore parlé mais il y a une nouveauté, les kick-offs ne sont plus des kick-offs, l'appellation kick-off pour ces fameux pré-shows ne sont plus. Le kick-off c'est désormais une appellation réservée à des événements de questions-réponses sur scène avec du public, généralement 1 ou 2 jours avant le Premium Live Event. Désormais, les kick-offs sont devenus les countdowns et pour, je pense, la première fois, ou peut-être la seconde, parce que je me demande s'il l'avait pas fait au tout début, et bah oui, le countdown, le kick-off, était produit en direct d'Arabie Saoudite et a duré 2 heures. Ouais, ça a duré 2 heures. Alors les 2 heures, je vais pas vous encourager à les rattraper, mais je vais quand même vous dire ce qui s'y est passé, puisqu'on a eu un combat, une défense des championnats par équipe de Jade Cargill et de Bianca Belair contre Indi Hartwell et Candice LeRae. Le match avait été décidé la veille à SmackDown et c'était dans la lignée de ce qu'elles font habituellement, il y a des bons moves en équipe. Avec Bianca Belair désormais, les babyface, elles exploitent sa blessure au genou, Jade Cargill, elle fait le hot tag. On a terminé ça avec une Ocean Cyclone Suplex en combinaison avec Bianca Belair, c'était plutôt bien. 1, 2, 3, Bianca Belair et Jade Cargill restent championnes. Je ne vais pas m'attarder. Ce qui était intéressant et que je n'avais pas vu au moment de voir le show en direct sur Twitch, c'était cette interview de Liv Morgan au micro de Byron Saxton où elle évoquait toutes ses chances de devenir championne puisque c'était pas la même Liv Morgan qui a affronté Becky Lynch par le passé, et elle en a marre de faire la seconde, c'est désormais le Liv Revenge Tour, on l'a bien compris, et là cette interview a été interrompue par la présence de Dominic Mysterio. Liv Morgan, elle lui a demandé bien naturellement qu'est-ce que tu fous là, et Dominic Mysterio lui a dit ouais, je suis venu jusqu'en Arabie Saoudite pour m'assurer que tu ne repartes pas avec le Women's World Championship de Rhea Ripley, parce que dans sa tête c'est toujours celui de Rhea Ripley, de mamie. Confrontation électrique, vous vous en doutez, Byron Saxton reste pantois, je vous inquiétez pas, Byron Saxton dans toutes les autres interviews il restera plutôt souriant. Avant de passer à la carte principale, on va parler également d'un petit détail, et là cette fois-ci on va le faire en début de vidéo. Il y a bien eu un QR code pendant l'entrée de Bronson Reed qui prenait part au combat triple menace pour le championnat intercontinental, et je vous le disais hier lors du SmackDown Recap, la date d'arrivée de ce clan Wyatt Six mené par Bo Dallas, on sait pas encore exactement le nom, on connaît pas encore véritablement le plus profond de leurs intentions. La date elle commence véritablement à se préciser, notez bien le lundi 17 juin, pas mal d'indices menant à cette date ont été révélés lors du SmackDown Recap de la veille. Il y a également eu ce stream Twitch un peu cryptique avec pas mal de coordonnées qui donnaient des positions de villes, et si on prenait les premières lettres de chaque ville avec un anagramme, on retrouvait le mot Rhaenyra, c'est le saint des voyageurs. Le 17 juin, c'est sa fête, c'est le jour de son décès. Bah, figurez-vous que pour le QR code de King and Queen of the Ring, l'URL qui menait à une vidéo cryptique dont on reparlera dans un instant, avait comme terminaison Rhaenyra, et oui. Donc le 17 juin, ça sera le Monday Nitro post-Clash at the Castle, donc on va se tenir encore en haleine pendant 3 semaines. Mais ça semble être la direction. La vidéo qui nous a été montrée, alors celle-ci elle est pas banale, ça a commencé déjà par une espèce de petit glitch, voilà, un coup de fil passé, qu'est-ce qui se passe, un modem, un gros retour dans les années 2000, et surtout un affichage d'un message codé en booléen. La traduction de ce message c'est Hello Rhaenyra, des images glitchées qui nous rappellent le sourire de Bo Dallas, et on y retrouve une personne en train de jouer à WWE 2K24,
en espérant que ça soit le 24. Un combat entre Bayley et Bianca Belair à Extreme Rules. Alors c'est un petit peu bizarre, hein, le retour de Bray Wyatt à l'époque, ça s'était fait lors de cet Extreme Rules où il y a également eu un Bianca Belair contre Bayley. Et la personne qui décroche le téléphone qui était en train de jouer, elle semble paniquée, on la voit jamais à l'écran. On voit dans le reflet de sa vitre qu'il y a une petite image d'un journal et on se demande si la photo sur cette image de journal télévisé, c'est pas celle de la thérapeute qui a été portée disparue. Une silhouette va apparaître et va attaquer cette personne. Et là encore, c'est pas mal de théories sur internet qui coïncident sur le fait que cette personne attaquée est le conjoint IRL de Nikki Cross, à savoir Killian Dane, hein, Big Damo, ancien catcheur de WWE. Est-ce que ce serait pas de se faire le processus de recrutement qui débute? Ce qui nous le confirmera, ça sera certainement les QR codes de lundi, de vendredi, etc. etc. Cette affaire est loin d'être finie, mais on a repris un petit peu d'intérêt. Là, je trouve que ces derniers QR codes, on reprend un petit peu d'intérêt. Soyez patients, quoi qu'il en soit, c'est pas avant le 17 juin que vous les verrez débarquer. Mais la date du 17 juin, on commence à être sûr. La carte principale de ce King and Queen of the Ring, on est parti pour le premier combat de la soirée. Becky Lynch défend son championnat World Women contre Liv Morgan. Des références dans les tenues, on en profite. Alors pour Becky, vous avez dit du Becky Blinder, mais moi j'ai plus pensé à Mylène Farmer, évidemment. Est-ce qu'elle est désenchantée? Notre chère Becky Lynch, on le découvrira. Liv Morgan, elle a remis la combinaison rouge qui rappelle Britney Spears dans le clip Toxic, bien sûr. Et nous voici embarqués dans 15 minutes d'action. J'ai eu du mal un petit peu à prendre mes repères au début du match. Il y a certes cette bonne ambiance qui aide pas mal avec un public qui chante le thème de Becky Lynch, c'est toujours plaisant. Mais une Becky Lynch qui a du mal à trouver ses repères, à chaque fois qu'elle monte sur les cordes, elle se fait déséquilibrer par Liv Morgan, ça arrive plusieurs fois dans le match, t'as l'impression que ouais, Becky Lynch n'avait pas forcément très bien préparé à son match contre Liv Morgan. Morgan, elle a quelques assauts, mais ça concrétise pas trop, il va falloir attendre un moment un peu clé du match, où Becky Lynch, elle va enfin réussir un dropkick de la 3e corde, voir son manhandle slam contré dans un codebreaker de Liv Morgan, qui va rajouter un peu de suspense sur cette fin de match, quelques échanges plus fluides, il y a des contres intéressants, et on amène petit à petit également le disarmeur de Becky Lynch qu'elle va d'abord travailler avec un juge Gatame qui va être renversé dans les anneaux de Saturne. Et ouais, Liv Morgan qui fait les anneaux de Saturne, qu'elle le garde dans son moveset, c'est plutôt sympa. Ça va pas durer longtemps parce que le disarmeur est porté. Et alors que Becky Lynch était peut-être sur le point de remporter la victoire avec sa prise de finition, Dominic Mysterio est arrivé à ce moment-là et il est arrivé pile poil dans le champ de vision de Becky Lynch qui a tout de suite lâché sa prise et qui a été voir Dominic Mysterio en lui disant « Bah ouais, qu'est-ce que tu fous là ?» Ah oui, pas le plus stratège Dominic Mysterio, on va bien le comprendre. Liv Morgan, elle va reprendre l'ascendant pendant une demi-seconde. Dominic Mysterio aux abords du ring, il est toujours concerné. Becky Lynch va faire un comeback avec une superplex portée sur Liv Morgan. Et Liv Morgan qui retombe mal, elle va attirer l'arbitre dans le coin. Pendant ce temps-là, Dominic Mysterio, il glisse une chaise pour Becky Lynch. En tout cas, il la met plus proche de Becky Lynch que de Liv Morgan. Mais Becky Lynch, mettez-vous à sa place, elle comprend rien, donc forcément, elle s'embrouille avec Dominic Mysterio qui lui a pris l'attention de l'arbitre à ce moment-là. Et Liv Morgan, elle en profite pour aller porter un DDT à Becky Lynch. Et oui, le twist, l'Oblivion dans la foulée, et vous l'aurez compris, un compte de 1, de 2 et de 3, et Liv Morgan est la nouvelle championne World Woman de WWE. De ce fait, est-ce que Dominic Mysterio a totalement foiré son coup? Ses premières intentions, comme il nous l'a dit en interview d'avant-match, bah, c'était d'aider Becky Lynch, et surtout de priver Liv Morgan d'une potentielle victoire. Mais dans la stratégie, le fait de pas en avoir parlé à Becky Lynch avant, le fait de l'avoir interrompu dans le disarmeur, et également les quelques petites références subtiles à leurs échanges backstage en arrière-plan, parce que Liv Morgan et Dominic Mysterio n'avaient pas planifié ça depuis le début. Et ouais, ça va être intéressant de savoir si Liv Morgan, elle manipule pas Dominic Mysterio pour faire chier Rhea Ripley, parce qu'en plus de lui prendre son titre, bah pourquoi pas lui piquer Dom Dom? Alors est-ce que c'est de la vraie maladresse de Dominic Mysterio? Est-ce que c'est un plan machiavélique? Seules les semaines à venir nous le diront. Les cartes sont totalement redistribuées, et pour ce match, bah oui, j'ai trouvé que la fin, en tout cas le scénario, l'écriture, l'overbooking a rajouté beaucoup plus de cachet. Ça a resté malheureusement jusque-là un match assez moyen. On a déjà vu des meilleures choses entre Liv Morgan et Becky Lynch par le passé. Prochain combat pour le championnat intercontinental, là aussi on pouvait s'attendre à de l'overbooking parce que dans un combat triple menace, il peut y avoir des interventions extérieures, je le rappelle, il n'y a pas de disqualification. Chad Gable fait son arrivée au ring avec Otis et Maxine Dupri, mais il va tout de suite dire à Maxine Dupri, toi t'as rien à faire là, ça dégage dans le vestiaire, allez, pas de femme en Arabie Saoudite, bon, ça je l'ai pas dit. Ensuite, c'était pour mettre de la hit sur Chad Gable, il va bien faire comprendre à Otis pendant son entrée qu'il doit s'en tenir au plan. À un moment donné, tu sais ce que t'as à faire, on suit le plan. Le public, il chante You Suck sur le thème de Chad Gable, comme à l'époque on chantait You Suck sur celui de Kurt Angle. Super. Bronson Reed fait son arrivée, là je vous le dis cash, hein, c'est le troisième homme, il est dangereux, certes, mais l'histoire est bien plus personnelle entre Chad Gable et Sami Zayn. Sami Zayn, accueil princier, on peut le dire, citoyen du monde, arrivé en tenue traditionnelle, accueil des héros, et je le disais tout à l'heure en préambule, les chants olé olé avec les lights, c'est magnifique.
excellente atmosphère. Le match de catch en lui-même, je me régale. Ça va durer, cela dit, moins de 14 minutes, et c'était particulièrement très chouette jusqu'à la 11-12e, hein, là où on a commencé à faire intervenir l'overbooking. Au niveau des combinaisons, au niveau de l'in-ring, y a rien à dire, hein. Y a des tentatives de moonsault de Bronson Reed qui sont esquivées avec des moonsaults de Chad Gable qui porte des German suplex sur tout le monde, et même sur tout le monde à la fois. Il y a vraiment eu un gros équilibre global entre les moves, entre les personnes qui ont dominé, c'était vraiment très agréable en termes d'action in-ring, je recommande. Puis on arrive à ce moment fatidique où Chad Gable dégage à l'extérieur du ring Bronson Reed pour que Otis lui porte une immense corde à linge. Ah ouais, immense corde à linge parce que Bronson Reed, il va la vendre, je pense, pendant 2 minutes, facile. Parce que là, on a un gros arc. Chad Gable, il veut faire la même chose avec Sami Zayn. Il le fout à l'extérieur du ring et il dit à Otis, vas-y, c'est bon, attaque-le. Et Otis, bah oui, il avait déjà attaqué Sami Zayn lundi à Raw, il était pas très sûr de ce qu'il avait fait, il s'était même excusé auprès de Sami Zayn. Sami Zayn lui avait dit, prends les bonnes décisions, gamin, parce que on sait tous que tu vaux bien mieux que ça. Écoute le public et Otis, bah oui, de ce fait, il hésite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se fait sermonner par Chad Gable, qui va l'engueuler, qui va le pousser, qui va lui mettre une baffe. Le public, il attend que ça, que Otis y réponde à Chad Gable, mais là en fait il se motive, il se dit ok, là il y a Chad Gable qui empoigne Sami Zayn, vas-y attaque-le. Et Otis, et bah ouais, au dernier moment il a quand même décidé d'aller porter cette corde à linge à Sami Zayn, sauf que voilà, Sami Zayn il a eu le temps d'esquiver et c'est Chad Gable qui se l'est mangé. Ficelle scénaristique activée, d'ailleurs c'est même très simple par la suite parce qu'on va retrouver Sami Zayn qui va réintégrer le ring et Bronson Reed comme par hasard il est installé dans le coin pour le Helluva Kick 1, 2, 3, on n'en parle plus. Sami Zayn reste champion et on terminera sur un plan où Otis se fait fixer par un Chad Gable particulièrement mécontent, mais bon voilà, on pourra garder quand même le bénéfice du doute. Ça soignera l'écriture pour les semaines à venir parce que Otis il avait pris finalement la décision d'attaquer Sami Zayn et est-ce que Chad Gable peut vraiment lui en vouloir? Belle phase de célébration entre Sami et le peuple saoudien, ça on peut pas leur retirer, match particulièrement sympa. Évidemment, on a pris l'énergie des gens, malheureusement pour la finale du Queen of the Ring, l'ambiance est un petit peu retombée. Nia Jax est un personnage établi, là il y a de la hit, tout va bien. Lyra Valkyria, il y a un délire un petit peu nouveau, mais ce qui va l'aider pour un peu attirer les faveurs du public, c'est une entrée particulièrement soignée, avec les ailes de corbeau, c'est magnifique. Ils insistent pas mal sur la production visuelle autour de Lyra Valkyria, il y a pas mal de clips produits autour d'elle pour nous montrer sa motivation, la voix Angier courir dans la forêt, ça me rappelle Kevin Sullivan, et évidemment ça me régale. Le match en lui-même, bah ouais, ça a duré moins de 10 minutes et Lyra Valkyria, elle a peut-être pas eu la meilleure des stratégies hein, pour affronter Nia Jax. Hein. Au lieu de s'attaquer aux fondations de l'immeuble, elle a préféré s'attaquer au haut. Et de ce fait, bah oui, si tu restes perché sur Nia Jax, forcément, tu vas retomber. Bon, y a rien de catastrophique dans le combat, mais je m'attendais à autre chose. Lyra Valkyria, elle a cependant eu quand même quelques bonnes offenses. Il y a eu des tornados DDT, il y a un double footstone qui était plutôt bien, mais le suspense a eu du mal à se créer et c'est vraiment à la toute fin. Le finish du match nous a laissé bouche bée, alors qu'un petit peu plus tôt dans le match, Nia Jax avait loupé son Banzai Drop une première fois en atterrissant sur l'apron. Oui, ça a donné cette image, hein, et on a tous pensé à la même chose. Mon trou! Lyra Valkyria a contré une tentative de Samoan Drop depuis la deuxième corde. Elle a essayé de faire une Sunset Flip Powerbomb à la manière de Bianca Belair la veille à SmackDown. Et dans un effort colossal, et ben oui, non, elle a pas réussi à le faire. Et Nia Jax, elle s'est assise de tout son poids. Elle s'est laissée tomber sur Lyra Valkyria. L'image, elle est choquante. Bam! Bim! On a fermé les rideaux, éteint les lumières, hein, c'est terminé. 1, 2, 3, Nia Jax, elle remporte la victoire, un move que j'avais pas revu depuis Ajakong Manami Toyota en 94. Sauf que Manami Toyota, elle était trop forte, elle s'était dégagée. Il y a un truc que je retrouve pas mal de Ajakong justement dans la nouvelle Nia Jax, je suis assez content qu'elle ait remporté le Queen of the Ring parce que le retour de Nia Jax c'est quand même un bon comeback. J'en avais déjà parlé, son aide à la construction de la carte de WrestleMania pour finalement pas être dessus, elle va être félicitée par Triple H dans un moment plutôt émouvant là, on a un petit peu cassé le kayfabe, on a une Nia Jax qui est vraiment émue, une accolade avec Triple H qui a l'air sincère. C'est à l'arrivée de Kayla Braxton que Nia Jax va revenir in gimmick, la repousser, lui dire ah oui vous êtes pas content hein, que je sois champion, bah plus vous êtes pas content, plus moi je suis contente. Et je vais vous dire une chose, à SummerSlam, je vais devenir la championne WWE féminine, puisqu'elle va probablement affronter Bayley si elle est toujours championne d'ici là. Hein, on utilise déjà les choses d'ailleurs. La finale du Queen of the Ring fait place à la finale du King of the Ring. Gunther, belle entrée face à Randy Orton, belle et longue entrée. Ah oui, si vous étiez plus habitué, Randy Orton, premier match en 1 contre 1 depuis WrestleMania 37. Eh oui, je vous le donne en mille, hein, ça faisait plus de 3 ans hein, qu'il n'avait pas eu un 1 contre 1 en Premium Live Event. Alors on a pris du temps sur l'entrée, on a laissé bien évidemment le public de Jeddah chanter le thème de Randy Orton, hein, même Corey Graves il a insisté, hein, la trend elle vient de la France, merci la France. Des plans totalement remarquables, la communion avec le public est folle et c'est d'ailleurs ce qui va mettre une atmosphère vraiment particulière sur ce combat. Où finalement j'ai envie
envie de dire, il aurait pu se passer bien plus de choses, parce que le match a quand même duré plus de 20 minutes, et oui, Randy Orton a fait un plus de 20 minutes en 1v1, et c'était un match assez différent de ce à quoi je m'attendais, surtout autour du storytelling, et surtout autour de la blessure à la jambe de Randy Orton qui nous avait été teasé des semaines auparavant. Gunther, il va, au début du match, pas en profiter. D'ailleurs, c'est assez intéressant, j'ai plus eu l'impression que Gunther, il se méfiait de cette jambe blessée de Randy Orton, à tel point qu'en début de match, Randy Orton, il se fait repousser par Gunther, il retombe sur la jambe, il commence à avoir de la jambe, Gunther va en profiter, lui mettre un powerbomb, il y a déjà derrière une tentative de RKO. Gunther, il surveille, il fait OK. Ah ouais, il veut me mettre son RKO. Bon, on lui a déjà fait goûter à quelques atémies avant, Randy Orton, il a eu l'impression que son âme le quittait. Et Gunther, au lieu de travailler la jambe, je le disais, il va travailler le dos de Randy Orton, et on a une empathie toujours tarée dès lors que quelqu'un travaille sur le dos de Randy Orton, parce que, bah oui, cette blessure au dos, elle a failli mettre fin à sa carrière. Donc on a cette longue phase de hit avec un Randy Orton qui malgré tout va résister, va faire des feintes, va réussir à faire des comebacks, jusqu'à nous amener le combo clothesline, power slam, c'est esquivé, on retombe sur le genou, Gunther il attaque toujours pas le genou, il fait ses comebacks avec des lariats. Gunther peut-être, il est sur le point de capitaliser avec un move qu'il connaît bien, son splash de la 3ème corde. Il l'a tenté une fois, ça a fait compte de 2, il a voulu le retenter une autre fois, ça a été esquivé. RKO de Randy Orton. Gunther, il a la présence d'esprit de rouler vers l'extérieur du ring parce que Randy Orton, malheureusement, il vend le dos, donc il peut pas aller faire le tomber tout de suite. De ce fait, l'action va à l'extérieur. Randy Orton, il passe ses souplesses sur la table des commentateurs. Mais il se fait surprendre au retour dans le ring parce que là, Gunther, il en a marre. Ça y est, il attaque enfin le genou de Randy Orton. Et il y va pas de main morte, hein. Ça met des béquilles, ça va faire les single leg Boston Crab. Randy Orton, il galère, il arrive toujours à repousser Gunther, mais ça devient de plus en plus compliqué. Il parvient dans un dernier effort à aller toucher les cordes. Gunther le retire au centre du ring. Randy Orton le repousse. RKO. Cette fois-ci, on perd pas de temps. Orton, il fait tout de suite le tomber, mais finalement, cette blessure à la jambe, bah, c'était pas qu'une feinte, hein, pour les autres. Hein. Il avait vraiment mal, il a pas pu mettre toute la pression sur le tombé, de ce fait compte de 2. Et Gunther immédiatement crucifix pin, hein, façon Triple H sur Jeff Hardy. 1, 2 et 3. Et 3 et 3. Mais attendez, l'épaule de Randy Orton, elle est tellement pas au sol, qu'est-ce qui se passe? Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Ah bah non, il est pas là. Non, monsieur se défile, monsieur a vu les images, il a fait un tweet pour nous dire qu'il avait mal au ventre. Oh là là, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, je suis... Et en réalité, les explications, on les a jamais eues de Michel, on les a eues de Triple H lui-même. En revoyant les images, ça me paraît clair que l'épaule d'Orton n'était pas au sol, mais je vais dire ceci, la décision de l'arbitre est finale, Gunther est le King of the Ring. Michel Beaujolais ne sert à rien. Donc vous l'aurez compris, hein, Triple H, il a validé le fait que la décision arbitrale est décisive et irrévocable. Une preuve de plus que le travail de Michel Beaujolais ne sert absolument à rien. Alors pourquoi? Pourquoi vous chantez son nom quand WWE vient à Lyon? Pourquoi vous le réclamez à chaque fois, ce Michel? Pas dit qu'on le revoit sur cette chaîne. Hein. Ouais, je sais, c'est pas la première fois que je le dis, mais vraiment pas dit qu'on le revoit sur cette chaîne. Il sert à rien. Il aura même pas un plateau de fromage, je lui en excuse. Il sert à rien. Mais il y aura peut-être un rematch. Et c'est quand même pas banal que Triple H, il est admis, hein, qu'il y avait peut-être une erreur arbitrale et qu'il fallait peut-être jouer sur l'ego des gens pour se dire hey, on peut peut-être faire un rematch. Je pense que Gunther il va pas se satisfaire de ça, Randy Orton il va peut-être jouer sur la controverse, on découvrira dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, décision irrévocable, Gunther est le nouveau King of the Ring. Un pronostic qui était pas forcément plus simple sur le papier, le suspense est resté plutôt présent puisque Randy Orton, bah ouais, cette idée de le voir King of the Ring et d'aller affronter Cody Rhodes à SummerSlam, bah même tu me diras, même s'il est pas King of the Ring, il y aura peut-être un programme entre Cody Rhodes et Randy Orton, ils se sont croisés la veille à SmackDown. Et le dernier éliminé du Royal Rumble, tu vas pas me dire qu'il a jamais eu sa chance dans le main event suivant de WrestleMania. Gunther, il a jamais mis la couronne sur sa tête, mais il était fier d'être le King of the Ring. Et de ce fait, c'est officiel, Gunther est challenger au championnat World Heavyweight pour SummerSlam. C'est pas la seule annonce qui va concerner le World Heavyweight Championship, puisque Triple H, il a failli faire une connerie. Ah ouais, backstage, breaking news, il nous a dit, j'ai eu la confirmation, Drew McIntyre, il est cleared médicalement, alors comme Damien Priest, il lui avait dit, ok, on s'affrontera pour le titre si tu veux. Triple H, il a dit, je rends la décision officielle dès maintenant. Là, il y a tout le public qui s'est dit, ça y est, on va voir Drew McIntyre contre Damien Priest de manière impromptue ce soir en Arabie Saoudite. Pas du tout, ça a été annoncé pour Clash at the Castle, bien sûr. Encore une fois, bravo Gunther pour le King of the Ring, chouette ambiance avec Randy Orton, c'est vraiment l'atmosphère qui a aidé le match. Et j'ai un petit peu hâte, s'il y a un rematch, allez-y, faites-le. Et faites-le à Clash at the Castle, ça pourrait être bien. Là-bas, ça pourrait être bien.
Allez, le main event, on est parti. Cody Rhodes qui défend le championnat de WWE indisputé contre Logan Paul. On s'en doutait tous. L'histoire autour du poids américain de Logan Paul, c'était un leurre. Hein. Michael Cole, il était tout fier. Il s'est dit, oui, il m'a promis, il n'utiliserait pas son poids américain. Il m'a dit qu'il avait qu'une parole. Il veut battre Cody Rhodes à la régulière. On a un début de match assez intéressant où ça joue un petit peu à 50-50 entre Cody, entre Logan Paul, entre un Cody peut-être un peu suffisant qui a peut-être pas pris Logan Paul suffisamment au sérieux. Il se fait avoir, il se prend quelques coups au niveau des côtes, et notamment les coups de poing de Logan Paul avec son passé de boxeur, et c'est l'histoire du match, hein. Cody il va vendre les côtes. L'action elle va se délocaliser à l'extérieur du ring, il y a une bagarre, et il y a forcément le crew de Logan Paul avec ses bouteilles prime là qui traînent dans un coin. Il y en a un qui file une bouteille à Logan, Cody il en profite, il va attaquer, et il y a un des potes de Logan Paul qui attaque Cody Rhodes, il le pousse, voilà, bah Cody Rhodes il fait on fait pas ça, il a chopé le mec, il lui a cassé la gueule, et pendant ce temps-là, Logan Paul, bah son deuxième complice, celui qu'on voit à chaque fois, bah il a filé un autre poids américain à Logan Paul, voilà. Michael Cole, il était vénère, Cody Rhodes, il l'a pas vu, il est revenu, il s'est pris un grand coup de poing américain dans l'abdomen, l'arbitre dans le ring, bah lui, il a rien vu non plus. Et au lieu de capitaliser là-dessus, et ça c'était intéressant par rapport à l'histoire racontée, Logan Paul, bah ouais, il va aller s'embrouiller avec Michael Cole. Et oui, la blessure dans l'ego, hein, on va s'en prendre au commentateur à qui il avait promis, je t'ai rien promis du tout, puis j'ai rien fait, moi, c'est pas moi. Ah, ça c'est pas mal envenimé, hein. Il y a même Corey Graves qui a dû s'interposer, mais pendant ce temps-là, en fait, Cody Rhodes qui s'était fait ruiner les côtes, bah il est revenu, suicide dive vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez, c'est super Cody, hein, on en reparle dans un instant. Bon, Cody Rhodes, il redéroule du catch, il veut faire son vertebreaker, et oui, le vertebreaker de Shane Helms qui va être renversé, l'action elle va se délocaliser à l'extérieur du ring avec un avantage Logan Paul, qui va tenter un pedigree sur la table des commentateurs renversé, Cody Rhodes il lui fait un Cody Cutter sur la table des commentateurs, et là, l'arbitre il est prêt à compter jusqu'au 10, Cody Rhodes il est revenu dans le ring, et Cody Rhodes il va arrêter le décompte de l'arbitre en lui disant non non, j'ai une leçon à lui donner. T'avais match gagné Cody, t'avais match gagné, qu'est-ce qui t'arrive, c'est hein, ça gride, c'est quoi, c'est le nouveau Cody Rhodes, un peu trop sûr de lui. De ce fait Cody Rhodes repart à l'extérieur du ring, il se fait avoir. Balancé dans les escaliers d'acier, il se prend la droite chanceuse de Logan Paul, et Logan Paul il décide pour capitaliser d'aller foutre Cody Rhodes sur la table des commentateurs saoudiens. Là il y a un plan qui est magnifique avec un drone tout autour de Logan Paul, bah ouais non mais qu'est-ce qui se passe si les caméras c'est mieux que le spot en lui-même, qu'est-ce qu'on fait? Logan Paul il fait son frog splash depuis la 3ème corde sur la table des commentateurs saoudiens, il touche sa cible, il remet Cody Rhodes dans le ring, il lui met un nouveau frog splash, là le combo il est quand même terrible. Là le key punch, le frog splash sur la table des commentateurs, frog splash à l'intérieur du ring, Cody Rhodes il va pas se dégager, 1, 2, dégagement, et voilà. Ah oui mais là les gens qui disaient Super Sid à l'époque, ils vont dire Super Cody, c'est pas un move intelligent, Triple H, tu le sais bien que ça va attirer de la hit avec le long terme sur Cody Rhodes. Donc la réaction de Logan Paul, elle est géniale, il est atterré, bah nous on n'est pas si atterré que ça, parce qu'on se doute que Logan Paul il va pas gagner ce match. Il y a des nouveaux échanges, et là il y a un ref bump. Ah ouais, il y a un ref bump. Bon, bah il n'y a plus d'arbitre, qu'est-ce qu'il fait Cody Rhodes? Bah il en profite, il passe son vertebreaker, il fait le tomber, hein, et il est bien conscient qu'il n'y a plus d'arbitre, alors il fait oh non, il n'y a plus d'arbitre. Alors Cody Rhodes il se fait avoir comme un lapin de 3 semaines, il se prend un coup bas de la part de Logan Paul qui est prêt à ressortir son poids américain pour attaquer Cody. Et là il y a Ibrahim Al-Hajjaj, ah oui j'ai oublié d'en parler, Ibrahim Al-Hajjaj, bah oui c'est qui? Mais oui on l'avait vu au dernier show en Arabie Saoudite, c'est l'acteur là qui a joué dans Netflix, là qui a fait... Bah oui il a fait le ring annonceur là pour le match et il a attrapé la jambe de Logan Paul. Logan Paul lui a dit mais t'es qui? Ça faisait pas sens qu'on nous a filmé Ellen Knight qui était là aussi pour assister au match au premier rang, il y a Michael Cole, il aurait pas pu le faire Michael Cole. De ce fait Logan Paul il perd du temps, il va aller porter sa droite avec son poids américain, Cody le bloque, voilà tout simplement, il lui dit I'm Cody Rhodes beach, hein, ce qui veut dire je suis Cody Rhodes plage, et Cody Rhodes après bah il enchaîne les crossroads, il fait la trifecta, l'arbitre bah évidemment il a repris connaissance, 1, 2, 3, Cody Rhodes est toujours champion. Voilà, il y a des beaux moves, il y a des beaux spots, il y a des beaux angles de caméra, mais je suis ressorti un petit peu, bah oui parce que je le vois de plus en plus sur les réseaux, le bashing anti-Cody Rhodes, avec le mouvement We Want Roman qui regrimpe, le héros américain est déjà plus qu'un héros américain. On est peut-être de retour sur la fameuse trend. Mon Amérique à moi. Cody Rhodes, plus fort que tout, plus fort que le monde. C'est ainsi que s'achève ce show en Arabie Saoudite, qui était plutôt digeste, hein, ça a duré encore une fois moins de 3 heures. Des longs matchs pour poser des climats, pour mettre une atmosphère, ça me régale, et on se donne rendez-vous pour la suite de nos opérations la semaine prochaine. Je sais pas encore s'il y aura un recap, parce que je vous le cache pas, j'ai un peu besoin de souffler, alors si vous voulez que je revienne, mettez les pouces bleus sous cette vidéo, faites tout péter, quoi qu'il en soit, un truc qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera ce lundi, demain, sur twitch.tv/tuerie316 pour le débrief d'AEW Double or Nothing que j'attends tout particulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao, bye bye.